Bonjour à tous, je m'appelle Bernard Stiegler, je suis philosophe et je dirige l'Institut de recherche et d'innovation que j'ai créé il y a quelques années au sein du Centre Pompidou, qui travaille sur les technologies numériques, en particulier dans le champ de la culture, de l'éducation et de la recherche scientifique. Et je suis très heureux de participer à cette rencontre et je vous remercie de votre invitation. Je pense qu'il faut absolument que l'État développe une politique culturelle. C'est un impératif catégorique, mais dans la mesure où l'État doit, avec la société, avec les auteurs, avec les institutions culturelles, avec les universités, avec tous les acteurs qui produisent ce qu'on appelle la vie de l'esprit au sens de Paul Valéry ou de Hannah Arendt, il faut réinventer une politique culturelle. On n'est plus du tout à l'époque de Malraux, on n'est plus à l'époque de Jean-Jacques Ayagon, on est dans une époque où il est absolument fondamental de redonner du crédit à l'économie, à la politique, à la société. La société va extrêmement mal. Ce qui s'est produit en Amérique récemment pourrait très bien se produire massivement en Europe. Et c'est parce que nous avons de très mauvaises politiques culturelles, industrielles, éducatives, de recherche, etc. L'Europe fait les frais de ce qui se passe en ce moment plus que tout le reste de la planète. Et ça va malheureusement s'aggraver encore. Pourquoi? Parce que nous devons changer progressivement de macroéconomie. L'économie doit aujourd'hui devenir une économie du savoir, pas du tout au sens où ça a été rabâché depuis 20 ans par la Commission européenne et un certain nombre d'hommes politiques, parfois de grande envergure, comme par exemple Tony Blair. Ça ne doit pas être une économie de la connaissance au sens où la connaissance serait automatisée, deviendrait ce qui remplace les emplois par des robots, car c'est ça la réalité de l'économie de la connaissance aujourd'hui. Non, ça doit être une autre économie qui permet de rouvrir un avenir qui donne de l'espoir à la jeunesse, aux syndicats, aux entrepreneurs, et qui finalement invente quelque chose de tout à fait nouveau. Nous vivons une époque tout à fait comparable à celle de 1933, où au moment où Adolf Hitler prenait le pouvoir en Allemagne, Keynes, avec Roosevelt, inventait une nouvelle macroéconomie. Et aujourd'hui, la culture et le savoir doivent venir au cœur de cette nouvelle macroéconomie, car cette macroéconomie sera une macroéconomie de la déprolétarisation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les emplois prolétarisés seront remplacés par des machines et que de nouveaux emplois devront être constitués, qui reposeront sur le redéveloppement du savoir-vivre, du savoir-faire et du savoir théorique. C'est le rôle des institutions culturelles, des associations, de l'éducation populaire, mais aussi évidemment de l'école et de l'université, mais aussi de la formation professionnelle. Et il faut concevoir une politique culturelle dans ce contexte-là. Dans un tel contexte et avec un tel impératif, d'une part les établissements comme par exemple les scènes nationales et tous les établissements conventionnés avec l'État d'une manière ou d'une autre dans le champ culturel, et d'autre part le service public de l'audiovisuel ont une responsabilité fondamentale. Ils doivent se réinventer de fond en comble. De toute façon, s'ils ne le font pas, ils disparaîtront. Ils disparaîtront parce qu'ils coûteront beaucoup trop cher dans une économie qui va être de plus en plus tendue. Et ils doivent réinventer leur rôle. Ça ne veut pas dire que les auteurs, les acteurs, les metteurs en scène ou les présidents d'université ou je ne sais quoi doivent se plier à la demande à court terme des hommes politiques locaux, par exemple, parce que quand on dit qu'il faut articuler le territoire avec le théâtre avec le territoire, par exemple, ça veut dire mettez un petit peu plus de Michel Drucker pour faire plaisir au président de la République française et enlever un petit peu plus de bon travail, je sais pas, d'Ariane Mouchkine ou je ne sais quoi. Non, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de faire que les établissements culturels travaillent avec les territoires à inventer une nouvelle société. Le théâtre, c'était fait pour ça dans la société grecque et ça doit redevenir cela. C'était aussi le concept de Bertolt Brecht et de bien d'autres, des grands penseurs du théâtre, mais plus généralement de la culture. Il faut complètement réinventer tout cela, sinon on participe à la lâcheté généralisée qui conduit à la catastrophe dans laquelle nous sommes en train de nous précipiter si rien ne change. Par rapport à cela, il y a des propositions très concrètes à faire au service public de l'audiovisuel, et en particulier à France Culture et à France Télévisions, et à côté de France Culture et France Télévisions, à Arte et un certain nombre d'autres acteurs qui peuvent s'y apparenter. Je crois que dans les 10 ans qui viennent, le service public de l'audiovisuel devrait devenir le service de publication des savoir-vivre, des savoir-faire et des savoirs théoriques de la nation. Pourquoi faire? Eh bien pour inventer une alternative à ce que Google, YouTube, etc. sont en train de développer, et d'une manière absolument catastrophique, qui conduit à la ruine de l'audiovisuel privé, car les grandes entreprises audiovisuelles privées en France vont de moins en moins bien, disons, ou de plus en plus mal, et à la disparition à terme de l'audiovisuel public.
L'audiovisuel public doit devenir un partenaire des universités, des établissements culturels, etc., pour réinventer un rapport à la culture qui n'est plus un rapport de consommation, mais d'amatorat et d'inscription par ailleurs de cette culture. Et par culture, j'entends aussi bien la cuisine et le football que le théâtre et la littérature, ou les mathématiques et la philosophie, ou le droit. Il faut réinventer un rapport à tous ces savoirs-là, savoir-vivre, savoir-faire et savoir théoriser, formaliser, conceptualiser, complètement nouveau dans l'Anthropocène. L'Anthropocène est une impasse qui nous conduit à très brève échéance, si on en croit le GIEC par exemple, vers une catastrophe planétaire. Il faut impérativement se mobiliser. Il ne faut pas se réunir pour se faire plaisir et se congratuler en se disant oui, on va faire nos petites affaires comme d'habitude. C'est plus le problème. De toute façon, il n'y aura plus d'argent pour ça. Donc il faut ouvrir une négociation, il faut se mobiliser dans un état d'urgence et pour redonner de l'espoir à tout le monde, à commencer par soi-même. Parce que nous sommes tous démoralisés d'être enfermés dans nos rôles complètement stériles qui datent du XXe siècle, voire du XIXe siècle, et nous devons nous emparer du XXIe siècle. Pour être plus précis, pour ce qui concerne le service public de l'audiovisuel, je pense qu'il faut complètement réinventer le rapport entre l'antenne, le web et la société. Je dis bien le web, je ne parle pas des plateformes. Le World Wide Web est une technologie qui a été conçue en Europe avec des investissements européens conséquents, qui est une technologie absolument révolutionnaire, mais dont malheureusement les Européens n'ont absolument pas compris la portée. Celui qui a compris la portée du web s'appelait Al Gore, c'était le vice-président des États-Unis. Et c'est lui qui l'a exploité et qui l'a complètement transformé, parce qu'aujourd'hui le web est totalement pollué par ce qu'on appelle le capitalisme des plateformes. Il faut réinventer le web. Il faut l'articuler avec la radio et la télévision, mais aussi avec le cinéma. Donc ça concerne le CNC, par exemple, ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire et comment est-ce qu'il faut le faire? Eh bien, la radio et la télévision doivent de moins en moins devenir ce qui respecte le cahier des charges du CSA, à savoir informer, éduquer, distraire. D'abord parce que l'information se fait de plus en plus autrement, et je ne suis pas sûr que le concept d'information soit encore complètement pérenne aujourd'hui à l'époque de ce qu'on appelle la post-truth, la post-vérité. Et deuxièmement, l'éducation et la distraction, ça ne se fait plus comme au XXe siècle. Je pense qu'il faut envisager l'éducation d'une manière tout à fait nouvelle. D'abord parce que nous sommes, tout le monde le sait maintenant, dans ce qu'on appelle la disruption, c'est-à-dire un changement qui va extrêmement vite, de plus en plus vite, et c'est notre responsabilité de nous emparer de ce changement, mais pour le faire, de transformer complètement, par exemple, les études doctorales. J'avais proposé ça quand j'étais au Conseil national du numérique, par exemple, pour faire que les jeunes qui font des thèses dans tous les domaines et par rapport à l'impact du numérique, par exemple, sur la géographie, sur la vie urbaine, l'économie, etc., le fassent avec les territoires, avec des populations, pour faire un transfert extrêmement rapide et élever subitement le niveau d'intelligence collective territoriale des populations. Je pense que ça, c'est absolument fondamental, et ça permettra aussi, avec les personnels, par exemple de France Télévisions, les journalistes, les producteurs, les techniciens, d'inventer des nouveaux formats, des nouveaux modèles, et non pas d'essayer d'imiter de manière tout à fait stérile en général des modèles venus des États-Unis. Je pense qu'il faut réinventer complètement tous les métiers, il faut le faire sereinement, tranquillement, c'est passionnant, c'est fascinant, ça intéresse extrêmement la jeunesse. J'ai fait moi par exemple une émission Data Gueule avec un service de France Télévisions, qui a eu un très très gros succès. C'est une nouvelle façon de concevoir la valorisation du discours, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin que cela. Je pense que l'on peut créer des dispositifs un petit peu équivalents à ce qu'on appelait autrefois les presses universitaires de France, à l'époque où elles étaient une coopérative d'universitaires, où là on utiliserait le multimédia, le web, l'image, etc., au service de toutes les disciplines. Et peut-être en travaillant aussi avec la FEMIS, avec Louis Lumière, avec toutes sortes de grands établissements de ce type. Il y a 1000 choses à faire, passionnantes. Il faut du courage, de l'énergie, de la prise de risque. C'est fondamental. C'est ce que n'aiment pas les politiciens en général, mais il va falloir que ça change, impérativement. Sinon, nous sommes fichus. Tout ce que je viens de vous dire aurait dû être au cœur d'une politique culturelle de l'Europe. Mais l'Europe n'a pas de politique culturelle. L'Europe n'a fait que, en fait, articuler plus ou moins de manière opportuniste des politiques culturelles plus ou moins existantes ou inexistantes. Par exemple, je me souviens très bien de ce que disait Michel Rocard à un moment donné, lorsqu'on l'avait interrogé sur France Culture, il y a un peu plus de 10 ans, sur quelle devrait être la politique culturelle de l'Europe. Rocard avait répondu « Ah non, ne touchez pas à la culture, laissons au moins ça aux États ». C'est une énorme erreur. Ce qui a fait la force des États-Unis, c'est d'avoir une politique culturelle fédérale qui s'appelait Hollywood.
Le premier débat qui a eu lieu aux États-Unis sur le cinéma, c'était en 1912. Et un sénateur américain avait déclaré « Trade follows films », le commerce suit les films. Si nous voulons créer l'unité des États-Unis, premièrement, l'unité politique, deuxièmement, un grand marché national unifié, nous devons avoir une politique culturelle. Je ne dis pas du tout que c'est ce qu'il faille faire aujourd'hui, nous, en Europe, parce que je pense que ça, c'est le modèle américain, et c'est un modèle qui ne me plaît pas du tout, même s'il a produit des chefs-d'œuvre, John Ford et tant d'autres. Je pense qu'il faut inventer autre chose et que l'Europe a une responsabilité immense ici d'articuler étroitement, par exemple, la culture, l'industrie, la recherche scientifique, etc. Quand j'étais directeur de l'IRCAM, d'ailleurs, j'avais soutenu une démarche, j'avais fait une demande à l'Europe pour faire que l'IRCAM puisse répondre à des appels d'offres européens, des grands appels d'offres industriels qui sont généralement complètement sous le contrôle de grands lobbies industriels qui trouvent des moyens à travers cela de finalement se faire financer une recherche qu'ils auraient faite de toute façon, une recherche appliquée. Et je pense que c'est une grave erreur de laisser filer ce genre de choses. Je crois donc que je demandais à cette époque-là que l'IRCAM soit financé dans la création musicale, avec la recherche scientifique, à même niveau. Parce que si nous voulons avoir une vraie politique culturelle, il faut s'en donner les moyens. Quand j'étais directeur de l'INA, où je plaidais déjà pour une telle politique, du côté de l'audiovisuel public en particulier, j'avais souligné que Microsoft avait investi dans des studios à Hollywood en 1997. Et cette démarche d'investissement de Microsoft et de partenariat avec PBS, la chaîne publique de télévision américaine, elle avait pour but de quoi faire? De développer le multimédia. J'en avais discuté avec un des patrons de Microsoft à l'époque. Et ça a évidemment très très bien fonctionné. Si vous allez aujourd'hui à San Francisco, par exemple, Google a créé un studio qui permet à des gens d'aller se former aux techniques les plus pointues de Hollywood. Ce n'est plus l'État qui produit cette politique aux États-Unis. Mais c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que cette politique, c'est une politique prédatrice en réalité. Et elle n'ira pas très loin. Elle produit de l'insolvabilité économique. Donc nous avons en Europe à résoudre une nouvelle inéquation extrêmement intéressante qui est de dire comment on reconstruit une politique culturelle européenne, à l'échelle de l'ensemble des pays, qui s'appuie sur la culture, qui s'appuie sur les savoirs et qui développe une véritable économie des savoirs, et non pas un artefact qui conduit à l'automatisation généralisée et au chômage de masse. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Merci beaucoup de votre attention et je vous souhaite un bon travail et de grandes discussions auxquelles je regrette de ne pas pouvoir m'associer puisque je ne suis pas en France en ce moment.